Le jour de ma remise de diplôme, ma famille m'a laissé à un arrêt de bus avec 60 €, une bouteille de boisson énergisante à moitié vide et un bonne chance pour la suite lancé par une vitre baissée. Le soleil était impitoyable, faisant fondre le bitume sous mes chaussures tandis que leur voiture s'éloignait. Je me souviens m'être dit, ce n'est pas possible. Les familles ne font pas ça. Mais la mienne l'a fait. Je suis restée là, avec un sac à dos vide et une tête pleine de questions qui mettraient 13 ans à trouver des réponses, car quand je les ai revus, ils ne savaient même pas qui j'étais. De l'extérieur, la famille Dubois ressemblait à celle des cartes de Noël, pulls assortis, large sourire, une fille dorée au centre. C'était Amélie, l'enfant prodige, note parfaite, coiffure impeccable, toujours la première à publier chaque bonne nouvelle en ligne. Et puis il y avait moi, Chloé. L'ombre, coupée de toutes les photos, le plan B que personne n'avait demandé. Maman aimait dire que j'étais indépendante, mais ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était une supervision non désirée. Elle régnait sur la maison avec des mains manucurées et un sourire qui pouvait trancher le verre. Papa était plus silencieux. Il s'éclaircissait la gorge avant de dire quoi que ce soit qui puisse ressembler à un désaccord. La plupart du temps, il ne disait rien du tout. La veille de la remise des diplômes, nous avons dîné dans une chaîne de restaurants à viande près de l'autoroute. Amélie venait d'être acceptée dans l'école de commerce de ses rêves avec une bourse complète, et maman a levé son verre en son honneur comme si elle venait de guérir le cancer. À Amélie, a-t-elle dit, celle qui fait notre fierté. J'ai souri parce que c'est ce que l'on m'avait appris à faire. Quand le regard de maman s'est tourné vers moi, il a été bref, obligatoire, et à Chloé, pour avoir terminé ses études. Tout le monde a ri, sauf moi. Je ne savais pas que ce serait mon dernier repas avec eux. Le lendemain matin, c'était le chaos, toge, mortier, flash d'appareils photo, famille serrant fort leurs enfants. La mienne se tenait au bord du parking comme si elle était déjà à moitié partie. Quand la cérémonie s'est terminée, je me suis retournée pour les chercher. Amélie prenait des selfies avec ses amis. Maman consultait son téléphone. Papa parlait à un homme de son bureau. J'ai fait un signe de la main. Personne ne m'a répondu. Nous sommes allés à la voiture en silence. Je pensais qu'il me ramènerait à la maison, peut-être qu'on irait manger une glace comme les autres familles. Au lieu de cela, nous nous sommes arrêtés à un arrêt de bus sur la route nationale 9. Les pneus crissaient sur le gravier. J'attendais que quelqu'un parle. Maman s'est penchée sur le siège, son parfum épais et sucré, fleur de cerisier et distance. Bonne chance pour la suite, a-t-elle dit, me pressant 60 € dans la paume comme si c'était un cadeau, pas un adieu. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. La portière a claqué. Les feux arrière ont disparu au coin de la route. Ce moment a divisé ma vie en deux, avant et après l'arrêt de bus. Après ça, plus de dîners, plus d'appels téléphoniques, plus de fêtes de fin d'année, juste le silence. Le genre qui bourdonne dans les oreilles jusqu'à ce que l'on oublie le son des voix. J'ai trouvé un motel bon marché à quelques kilomètres de là, le genre avec des lumières clignotantes et des tapis qui racontent des histoires que l'on ne veut pas entendre. L'enseigne à l'extérieur disait « les pains ensoleillés ». Il n'y avait pas de pain et rien d'ensoleillé, mais il y avait une serrure, une douche et un matelas qui ne posaient pas de questions. Je suis restée allongée là cette nuit-là, fixant le plafond, pensant que peut-être être laissée n'était pas la fin. Peut-être que c'était le début de quelque chose qu'il n'aurait jamais vu venir. La première semaine seule a ressemblé à un mauvais rêve qui ne s'est pas estompé avec le lever du soleil. Chaque matin, je recomptais les 60 €, comme s'ils pouvaient se multiplier pendant la nuit. Cela n'est jamais arrivé. Le distributeur automatique de la gare routière est devenu mon petit déjeuner, mon déjeuner et mon dîner. Au moment où j'ai trouvé du travail dans une station-service à la périphérie de Bourg-en-Bresse, il me restait 12 € et des ampoules qui ressemblaient à des cartes de tous les endroits où je ne voulais pas être. Le gérant de la station-service, Monsieur Dubois, m'a embauché au noir pour 8,50 € de l'heure. Je lavais les sols, nettoyais les toilettes, rangeais les étagères. Il ne posait pas de questions, et je n'offrais pas de réponse. La nuit, je retournais au pain ensoleillé, mes chaussures trempées par la pluie, mes vêtements sentant le diesel et la solitude. Le seul son dans la pièce était le bourdonnement du vieux climatiseur qui essayait de respirer.
Un soir, au restaurant d'en face, j'ai rencontré Josette. C'était le genre de femme qui semblait avoir touché le fond et avoir appris à en rire. Des mèches violettes dans les cheveux, du vernis à ongles écaillés, le sarcasme comme armure. Nouvelle en ville, a-t-elle demandé, allumant une cigarette malgré l'interdiction. En quelque sorte, ai-je dit. Elle m'a étudié, puis a ricané. Tu as l'air de sortir tout juste de ta propre vie. Ne t'inquiète pas, ça passe. Josette est devenue mon amie accidentelle. Nous parlions après nos services, assises sur des caisses de lait derrière le restaurant. Bruno, son chien à 3 pattes, ronflait entre nous. Elle ne me plaignait pas. Elle écoutait simplement, et parfois c'était suffisant. Les semaines passèrent. Puis j'ai rencontré Cédric, un homme silencieux aux mains calleuses qui tenait un petit atelier de menuiserie près de la périphérie de la ville. Il est entré dans le restaurant un matin, a remarqué les croquis que je gribouillais sur des serviettes, tables, étagères, tout ce qui avait des lignes épurées et une force cachée. « Tu dessines ?» a-t-il demandé. Juste pour m'amuser. Il a hoché la tête vers les lignes. Passe à l'atelier un de ces jours. Vois si tu peux transformer ces dessins en quelque chose de réel. Je me suis présenté le lendemain. L'atelier sentait la sueur et l'huile de citron. Cédric ne parlait pas beaucoup, il m'a juste tendu du papier de verre et m'a dit de commencer sur une vieille planche de chêne. Au coucher du soleil, mes bras me faisaient mal, mais quelque chose en moi s'était calmé. Je n'avais pas réalisé à quel point la douleur faisait du bruit tant qu'elle n'était pas remplacée par un but. Cédric me payait en espèces et en sandwichs. Après quelques semaines, il m'a appris à teindre le bois, à écouter le grain au lieu de le combattre. « Tu as de la patience », a-t-il dit un jour, presque surpris. J'ai ri, mais plus tard dans la salle de bain, j'ai pleuré. C'était le premier mot gentil qu'un adulte m'avait adressé depuis des années. La phrase « bonne chance pour la suite » résonnait toujours dans ma tête, mais elle ne me piquait plus. Elle me nourrissait. Chaque fois que j'entendais la voix de ma mère dans ma mémoire, je travaillais plus fort. Je ponçais plus longtemps, je restais plus tard. Un soir, Josette m'a surprise en train de dessiner à nouveau. « Tu dessines toujours des étagères ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je dit, essayant de comprendre comment faire quelque chose qui tienne quand tout le reste s'effondre. Elle a souri. « Ce n'est pas un meuble, gamine. C'est une thérapie. » Je ne le savais pas alors, mais ce fut le tournant, le moment où ma survie est devenue création. Je ne travaillais plus seulement. Je construisais une issue. Le travail est devenu mon rythme, la seule chose qui avait un sens. Les matins à la station-service, les soirs au restaurant, les week-ends à poncer le bois dans l'atelier de Cédric. Mes mains se sont endurcies. Ma tirelire s'est remplie lentement. J'ai arrêté de regarder mon téléphone parce qu'il n'y avait jamais rien. Pas d'appel manqué, pas de « reviens à la maison ». Le silence est devenu sa propre langue, et j'ai appris à y vivre couramment. Les mois se sont estompés en une année. Puis Léa est entrée dans l'atelier, propriétaire d'une boutique à 2 villes de là. Elle a vu l'un de mes croquis épinglés au mur de Cédric. « Pourriez-vous construire ça ?» a-t-elle demandé. J'ai failli dire non. Puis j'ai dit oui, même si je n'avais pas mes propres outils, aucune idée si je pouvais y arriver. 4 nuits plus tard, j'ai livré une étagère en pin qui penchait un peu vers la gauche, mais qui tenait debout. Léa m'a payé 150 € et m'en a demandé 3 de plus. Cet argent me semblait plus lourd que les 60 € que ma mère m'avait pressés dans la main des années auparavant. Il avait de la valeur. Cédric a commencé à me donner de l'espace dans le coin arrière de son atelier. J'ai scotché une note au-dessus de mon établi qui disait « Brise le cycle ». Chaque fois que je la regardais, je travaillais plus dur, plus silencieusement, plus régulièrement. L'atelier est devenu mon église. Puis Marc est apparu, un cinéaste local qui réalisait des courts-métrages sur les créateurs de petites villes. Josette lui avait donné mon nom sans me demander. Il m'a filmé en train de poncer, teindre, façonner le bois en histoire. Il a appelé le morceau des mains qui font des foyers. Il a été mis en ligne, juste une autre vidéo locale, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Les commandes ont commencé à affluer. Les commentaires se sont accumulés. Pour la première fois de ma vie,
des étrangers me voyaient et non pas comme l'oublier. C'est à ce moment-là que le premier message est arrivé de ma mère. Salut ma chérie. J'ai vu ta petite vidéo. Tellement fière de toi. Tu as toujours eu cette étincelle. Mes doigts ont plané sur le bouton de réponse, puis se sont figés. Fière. Le mot semblait étranger, comme si elle l'avait emprunté à la langue de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, papa a envoyé un email, réunion de famille. Réunis et plus fort. J'adorerais te voir là-bas. Une affiche était jointe avec des illustrations de personnes souriantes se tenant la main. J'ai éclaté de rire. Réunis et plus fort. Il m'avait laissé sur un trottoir comme un bagage oublié. J'ai imprimé l'affiche et l'ai scotché sur mon réfrigérateur à côté de la photo de Bruno. Josette l'a remarqué quand elle est passée prendre un café. Tu y vas, a-t-elle demandé. Pas sûr. Elle s'est appuyée en arrière sur sa chaise. Tu ne penses pas à y aller humblement, n'est-ce pas? Peut-être. Menteuse. Elle a souri. Présente-toi comme le coup de théâtre. Cette nuit-là, j'ai de nouveau regardé l'affiche. Pour la première fois, je ne me suis pas sentie petite. Je me suis sentie prête. Marc est passé quelques jours plus tard. Si tu y vas, a-t-il dit, n'y va pas pour prouver quoi que ce soit. Va montrer ce qu'ils ont manqué. J'ai souri. La puissance tranquille, n'est-ce pas? Il a hoché la tête. Exactement. Le lendemain matin, je me suis tenue devant le miroir, les cheveux attachés, une chemise blanche repassée. J'ai regardé mon reflet et j'ai murmuré, bonne chance pour la suite. Cette fois, ce n'était pas une malédiction. C'était une promesse. 13 ans plus tard, l'arrêt de bus était toujours là. Même banc fissuré, même panneau penché. Mais moi, non. La jeune fille qui avait été abandonnée était devenue quelqu'un qu'il devrait lever les yeux pour voir. La limousine a ralenti devant le parc où la bannière de la Réunion flottait au vent. La famille Dubois, réunie et plus forte. J'ai failli rire. Plus forte pour qui? Le chauffeur a ouvert la porte. La lumière du soleil a frappé le chrome, captant tous les regards à proximité. Les conversations se sont arrêtées au milieu des phrases. Les enfants se sont figés avec des sucettes dégoulinantes. Puis je suis sortie. Lin blanc, cuir marron, montre discrète, épaules solides. Le silence s'est répandu comme une ondulation sur l'herbe. Pendant un instant, aucun d'entre eux ne savait qui j'étais. La main de maman a volé à sa poitrine. Le gobelet en plastique de papa a basculé, renversant du punch sur son pantalon. Amélie, parfaite comme toujours, a prononcé mon nom comme une question dont elle ne voulait pas la réponse. Chloé. J'ai souri lentement. Salut, étranger. C'était comme jeter une allumette sur des feuilles sèches. Les chuchotements ont pris feu. C'est elle, Chloé. Celle de la vidéo sur le travail du bois. Je pouvais voir le déclic dans leur tête. La même femme qu'ils avaient ignorée était maintenant celle que les étrangers admiraient. Maman a bougé la première, ses talons s'enfonçant dans l'herbe. Tu as l'air différente. Je devrais, ai-je dit. J'ai grandi. Elle a forcé un rire qui ressemblait à du verre sous les pieds. Nous sommes si fiers de toi. Tout le monde parle de ton succès. J'ai levé ma tasse de limonade. Heureuse de leur donner quelque chose de nouveau à raconter. Papa s'est joint à nous, essayant d'avoir l'air paternel. Je ne m'attendais pas à ce que tu y arrives, ma puce. Je ne m'attendais pas à l'arrêt de bus, ai-je répondu calmement. Il a cligné des yeux, la couleur s'est drainée de son visage. Le sourire de maman affaibli. Les mots sont restés en suspens, lourds et tranchants. Amélie est intervenue, aussi polie que jamais. Tu n'avais pas besoin d'en faire une déclaration. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit. C'est juste ce que je suis maintenant. Ses lèvres se sont serrées. Ils n'ont jamais voulu te faire de mal. Je sais. Ils ne se sont juste pas souciés de le faire. Ça l'a fait taire. Autour de nous, les proches ont commencé à nous encercler, bourdonnant comme des mouches autour d'un miel qu'ils n'avaient pas gagné. Nous avons toujours su que tu t'en sortirais bien,
a dit oncle Michel, me tapotant l'épaule comme s'il m'avait formé lui-même. Je suppose que nous t'avons élevé durement, a ajouté tante Patricia. J'ai souri sans être d'accord. C'est drôle avec la mémoire, ai-je dit doucement. Elle oublie qui est parti en premier. Puis est venue Sarah. Elle ressemblait exactement à ce dont je me souvenais des vieilles photos de Marc. Impeccable, soignée, beige partout. Elle portait un plateau de brownie comme une offrande. Chloé, quelle surprise, a-t-elle dit joyeusement. Ta tante m'a invitée. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement caritatif. On m'a dit à quel point ton histoire était inspirante. J'ai incliné la tête. Inspirante, hein? Elle a hoché la tête, les yeux scintillants. Je voulais juste qu'il voie le chemin que tu as parcouru. J'en suis sûre, ai-je dit. Le sourire sur mon visage n'atteignait pas mes yeux. Les gens ont commencé à prendre des photos, téléphone sorti, flash clignotant. Mon histoire. Soudain, leur trophée. La même famille qui m'avait abandonné posait maintenant comme si elle m'avait porté jusqu'ici. J'ai posé ma boisson lentement, délibérément. Vous savez, ai-je dit, il y a quelque chose de poétique là-dedans. Papa a froncé les sourcils. Là-dedans quoi? Le fait de laisser quelqu'un à un arrêt de bus et de le regarder arriver en limousine? Personne n'a parlé. Un oiseau a gazouillé quelque part, le seul son assez courageux pour exister. Maman a tendu la main comme pour me toucher le bras. Chloé, s'il te plaît, ne sois pas dramatique. Nous voulions juste renouer. Renouer? Ai-je répété comme une prise que l'on avait oubliée. Elle a tressailli. Je me suis rapprochée, ma voix douce mais inébranlable. Vous m'avez laissé là avec 60 € et une bouteille de boisson énergisante. Vous avez dit, bonne chance pour la suite. Comme si c'était de la pitié. Mais la chance n'avait rien à voir avec ce que j'ai construit. Papa a essayé de sourire, faible et bancal. Eh bien, regarde comme tu as bien tourné. Peut-être avons-nous fait quelque chose de bien. Non, ai-je dit, vous avez juste cessé de faire quoi que ce soit. Le vent a tourné. Tout le monde l'a senti. La performance était terminée. Je ne voulais pas crier ni pleurer. Je voulais qu'il voie. La confiance tranquille, les mains fermes, la pièce qu'ils ne pouvaient ni acheter ni imiter. J'avais passé des années à poncer chaque éclat qu'ils avaient laissé en moi jusqu'à ce qu'il ne reste que de la force. J'ai pris mon sac à main. Je devrais y aller. J'ai du travail demain matin. Maman a cligné des yeux. Tu pars déjà? J'ai hoché la tête. Vous ne m'avez pas reconnu à mon arrivée. J'ai pensé que je vous rendrais l'appareil. Un halètement a traversé le groupe. La mâchoire d'Amélie s'est serrée. Papa a détourné le regard. Les yeux de maman ont brillé, mais de regret ou d'embarras, je ne pouvais pas dire. Je me suis tournée vers la limousine. Derrière moi, le murmure a recommencé, moitié pitié, moitié potin. Je n'ai pas regardé en arrière. Le chauffeur a ouvert la porte. En montant à l'intérieur, le bandana de Bruno, le cadeau de Josette, a dépassé de mon sac. Cela m'a fait sourire. À travers la vitre teintée, j'ai vu maman toucher le bras de papa, murmurer quelque chose. Ils semblaient tous deux plus petits, flous par le reflet dans la distance. La limousine a avancé, le moteur bas et doux. Le parc a rapetissé, les voix s'estompant en un bruit statique. Mon téléphone a vibré une fois. Le SMS de Marc. Comment ça s'est passé? J'ai répondu. Ils m'ont enfin regardé, puis j'ai ajouté, et je n'ai pas eu besoin de regarder en arrière. Dehors, la lumière du soleil se déversait sur la route. Pour la première fois depuis des années, le silence autour de moi ne semblait pas vide. Il semblait mérité. La limousine a ronronné sur la route, l'air à l'intérieur frais et immobile. J'ai penché la tête en arrière, les yeux mi-clos, rejoint la dernière heure comme un film que j'ai enfin pu réaliser. Pas de cris, pas de supplications, juste un silence qui a frappé plus fort que n'importe quel discours de vengeance. Pendant des années, j'avais rêvé de dire quelque chose de grand, quelque chose qui leur ferait regretter tout. Mais en restant là, j'ai réalisé que je n'en avais pas besoin.
La distance elle-même avait parlé. Quand je suis arrivé à l'atelier, l'odeur de la sueur m'a enveloppé comme à la maison. Cédric ponçait un plateau de table. Josette donnait à Bruno des restes d'un sac en papier. Tous deux ont levé les yeux quand je suis entré. Josette a souri. Alors, ils ont pris feu? J'ai ri, secouant la tête. Non, juste un peu fondu. Cédric a gloussé, essuyant ses mains. C'est ça le truc avec la pourriture. Ça a l'air bien à l'extérieur jusqu'à ce que tu coupes dedans. Je suis allé à mon établi, la note au-dessus. Brise le cycle était toujours scotché là, les bords recourbés par la chaleur et le temps. J'ai sorti une nouvelle feuille de papier de mon carnet et j'ai écrit en dessous, fait. Marc est passé plus tard ce soir-là, son sac de caméra en bandoulière. Il n'a pas demandé de détails. Il a juste posé une tasse de café à côté de moi et a dit, on dirait que la paix te va bien. J'ai souri. Il paraît que c'est ma taille. Dehors, le ciel s'assombrissait en or. Les outils scintillaient sous la lumière, stables et patients, attendant ce qui allait suivre. Je me suis tenu dans l'embrasure de l'atelier, la dernière lumière attrapant la poussière dans l'air comme des paillettes. Derrière moi, les machines étaient silencieuses, chaque surface construite de mes propres mains. J'ai pensé à l'arrêt de bus, aux 60 € et à un sac à dos et j'ai souri. Ils ne m'ont pas reconnu, et c'était le but. Si vous avez déjà dû vous construire à partir de rien, je comprends. Vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous et continuez à construire votre propre histoire, morceau par morceau.